Pour enchaîner suite à la vidéo de la semaine dernière qu'on a fait sur l'or, on va enchaîner cette semaine pour voir si l'or est réellement le meilleur amortisseur qui existe en cas de crise. Et pour ce faire, dans cette vidéo, on va voir en fait les 5 dernières crises majeures que notre économie a connues depuis 1970 à peu près pour faire simple. Et on va voir comment l'or s'est comporté dans ces périodes de stress économique et surtout par rapport aux autres classes d'actifs. C'est parti! Donc, comme d'habitude, rien dans cette vidéo ne représente un conseil en investissement. Vous êtes les seuls et uniques responsables de vos décisions d'investissement et investir comporte un risque de perte partielle ou totale du capital. Donc on va commencer avec le premier choc pétrolier qui a eu lieu entre guillemets entre 1973 et 1975. Et donc pour chaque crise, on va procéder de la même manière. C'est-à-dire qu'on va d'abord aller voir un article, une source qui va nous relater un petit peu ce qui s'est passé durant cette crise. Et ensuite, on ira voir comment les classes d'actifs se sont comportées durant celle-ci. Donc comme d'habitude, vous aurez le lien de toutes les sources en description. Et donc en 1973, on a eu le premier choc pétrolier. Donc la crise pétrolière de 73 commence en réalité par une crise géopolitique lors de la guerre du Kippour. La guerre du Kippour comme déclencheur. Le 6 octobre 73, la coalition des pays arabes menée par l'Égypte et la Syrie lance une offensive contre Israël. C'est le début de la guerre du Kippour. Cependant, dès le 14 octobre, les États-Unis créent un pont aérien et livrent des armes à Israël. La coalition des pays arabes est repoussée et le cours de la guerre sur le terrain est inversé. En réaction au soutien américain à Israël, les pays arabes membres de l'OPEP, donc Organisation des pays exportateurs de pétrole, se réunissent le 16 et 17 octobre et décident d'une hausse de 70% des prix du pétrole et d'une réduction progressive de 5% par mois de la production. Le 20 octobre, l'Arabie Saoudite proclame même un embargo sur les États-Unis qui sera levé 5 mois après. Donc en quelques mois seulement, le cours du pétrole quadruple. Le baril passe de 2,60 $ en octobre 73 à 11,65 $ en janvier 74. Or, en 1973, le pétrole représente à lui seul 46% du mix énergétique mondial. Cette hausse des prix fragilise en particulier les économies des pays industrialisés, très dépendantes du pétrole, utilisé en tant que bien de consommation intermédiaire pour la production. On assiste à une période de stagflation, alliant une croissance faible à une forte hausse des prix. Donc ici, on voit à peu près la hausse des prix du baril de 1970 à 1980, qui a quasiment été multiplié par 30. Donc effectivement, c'est relativement énorme. Et donc, on va aller voir quelles conséquences ça a eu sur les actifs. Donc, point important avant de rentrer dans le vif du sujet, tous les chiffres que vous allez voir apparaître à l'écran sont basés sur les études d'une université américaine qui répertorie et classe les mouvements de prix de chaque actif depuis quasiment 1928. Donc ce sont des sources qui sont académiques et qui sont fiables et qui sont sérieuses. Et c'est là-dessus que je me suis basé donc pour aller récupérer la performance des actifs. Et encore une fois, vous avez toutes les sources en description. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque déjà? C'est que de 1973 à 1975, le S&P 500 a une performance cumulée de moins 3,21%. Et on voit que très clairement, en 1975, il a une très forte reprise puisqu'on est à 37% de gains sur les années 75. Mais bon, les années 73 et 74, il a subi tellement une grosse perte qu'il n'arrive pas à compenser. On va parler maintenant donc des T-bills, qui sont donc en fait des obligations très court terme à moins d'un an du gouvernement américain. Donc on voit que eux ont été très peu impactés par cette crise, puisqu'en fait ils ont eu un rendement relativement stable aux alentours de 7% sur 73 et 74, et un peu plus faible en 75, mais c'est globalement très léger. Les T-bonds, quant à eux, ce sont des obligations d'État américaines à 10 ans, donc beaucoup plus long terme, qui n'ont pas non plus été trop secouées pendant cette crise. Ensuite, on va avoir les obligations d'entreprise qui ont un peu plus réagi puisque elles sont en positif d'à peu près 4% en 73, elles perdent à peu près 4% en 74, mais elles ont un très fort rebond de plus de 11% en 75. Donc une performance cumulée quasiment de 11% sur la période, donc inférieure aux T-bills qui sont des obligations court terme de moitié quasiment, mais c'est quand même la troisième classe d'actifs qui s'en sortira le mieux. Vous avez également donc l'immobilier qui se porte plutôt très bien et qui n'est pas trop impacté par cette crise. Et enfin, on arrive à l'actif qui nous intéresse tous, c'est l'or, qui écrase littéralement la concurrence,
puisqu'en fait, l'or, sur les 3 ans, va avoir une performance cumulée de plus de 114%, malgré un retracement de quasiment 25% en 1975. Donc, si vous voulez, sur les performances cumulées, les T-bills et le real estate arrivent en seconde quasi ex aequo, et l'or les surperforme par quasiment x6. Donc en 1975, on a l'or qui baisse principalement parce que les banques centrales relèvent fortement les taux d'intérêt, ce qui fait monter les taux réels et rendre l'or moins attractif. En effet, les investisseurs, quand ils vont sur l'or, il y a quand même une prime de risque à payer. Et si le cash ou les obligations à court moyen terme sont plus intéressantes et que les investisseurs les estiment moins risquées, ils vont plutôt avoir tendance à aller sur ce type d'actifs pour aller récupérer le même rendement, tout simplement parce qu'ils estiment que la prime de risque sur l'or à payer en fait ne vaut pas le coup. Donc à cela s'ajoute la fin de l'interdiction de détenir de l'or aux États-Unis qui provoque des prises de bénéfices après une forte phase spéculative. Faut pas oublier que depuis 1933, les Américains n'avaient pas le droit de détenir de l'or légalement. Alors, pour beaucoup, ils le faisaient quand même. Et du coup, effectivement, quand c'est redevenu légal, il y en a pas mal qui ont profité en fait pour vendre cet or et prendre des bénéfices là-dessus, ce qui explique un petit peu la baisse assez violente du cours de l'or en 1975. En tout cas, on peut voir à l'écran que sur cette crise, en tout cas, au cumul des 3 années, l'or explose toutes les autres classes d'actifs, la surperformance jusqu'à quasiment x6 à ceux qui arrivent en second, comme donc l'immobilier ou les T-bills. Donc on enchaîne sur le second choc pétrolier qui a duré de 79 à 82. Et donc on va déjà voir ce qu'il s'est passé. Donc si les conséquences économiques du deuxième choc pétrolier sont similaires à celles du premier, le contexte, lui, est très différent car cette fois la hausse des prix n'est pas orchestrée par l'OPEP. En 1978, le début de la révolution iranienne inquiète les marchés financiers. Le prix du baril de pétrole, alors à 13 dollars, passe à 35 dollars en mai 79. La révolution iranienne démarre lors d'émeutes violemment réprimées par le pouvoir en place le 8 septembre 78, journée connue sous le nom de Vendredi noir. De nombreuses protestations, manifestations et grèves s'ensuivent en Iran jusqu'à la fuite du Shah le 16 janvier 79. Sans que le prix du pétrole ait vraiment le temps de redescendre, la guerre entre l'Iran et l'Irak éclate en septembre 80. Elle signe l'arrêt des exportations iraniennes et le maintien des prix élevés sur le long terme. En France et dans la plupart des pays occidentaux, les années 70 marquent la fin des 30 glorieuses. Si les crises pétrolières n'en sont pas l'unique facteur, elles servent du moins de catalyseur. Donc, sur cette période, le S&P 500 progresse de quasiment 66%, ce qui est une performance plus qu'honorable. Il y a juste en 1981 où il a une année qui est légèrement négative, mais c'est anecdotique. Les T-bills, quant à eux, ont eu aussi une performance exceptionnelle de 46%, sur 4 ans, sur des bons à court terme, c'est quand même relativement incroyable. Ils surperforment même derrière les T-bonds dans les obligations long terme américaines qui sont pénalisées par 79 et 80 où ils ont des performances proches de zéro, voire même négatives. Les obligations d'entreprise, quant à elles, 32%. Même constat 1979-1980, les performances sont négatives. L'immobilier, quant à lui, poursuit son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas grand-chose qui l'impacte. Et l'or, quant à lui, explose encore une fois les compteurs avec plus quasiment 125%. Avec rien qu'en 1979, un plus 126% à la hausse. C'est colossal. Sur les années suivantes, il y a 2 fois 15% à la hausse et une fois moins 32% quand même en 81. Mais malgré tout, on voit encore une fois que l'or surperforme de quasiment x2 la seconde classe d'actifs qui sont le S&P 500 en période de crise. Donc, même si la période 79-82 est très difficile économiquement, le S&P 500 résiste relativement bien car les marchés anticipent la fin de l'inflation. La politique monétaire très agressive de la Fed rétablit progressivement la crédibilité et la visibilité, ce qui est positif pour les actions cotées. De plus, le S&P 500, qui est composé de grandes entreprises capables de s'adapter à l'inflation, contrairement à une grande partie de l'économie réelle. Donc là, pour ceux qui sont un petit peu renseignés sur cette période, on est en plein dans la période de Monsieur Volcker, qui a décidé en fait de prendre en main les choses et de contrer l'inflation avec des taux réels qui sont montés jusqu'à 15 ou 20% aux États-Unis.
pour calmer définitivement cette inflation. C'est ce qui fait que l'or a bien performé, hein. L'or adore ces périodes d'inflation où les taux sont relativement faibles. C'est ce qui explique qu'en 79, l'or a bien fonctionné. Par contre, l'or n'aime pas quand les taux réels remontent. C'est ce qui explique aussi qu'en 1981, l'or corrige. C'est que les taux sont montés tellement haut, encore une fois, la prime de risque sur l'or est trop onéreuse à payer et les investisseurs préfèrent rester sur des bons d'État court terme ou moyen terme qui ont une performance plus qu'honorable. Donc on va parler maintenant de l'éclatement de la bulle Internet qui a eu lieu de 2000 à 2002. Donc la bulle Internet correspond à la période qui a suivi l'an 2000. Beaucoup d'entreprises technologiques réalisaient de bonnes affaires, mais les investisseurs ont largement exagéré l'importance du très long terme dans leurs estimations et négligé de calculer que certaines des sociétés consommaient trop vite leur capital pour espérer atteindre un jour le point d'équilibre. Clairement, on est dans une période où on était vraiment dans une bulle et où il suffisait d'avoir un nom d'entreprise qui se terminait en .com pour être valorisé plusieurs milliards sans aucun produit, sans aucun actif et sans rien faire. Donc forcément, ça ne pouvait pas durer. Et donc, sous la pression de la remontée des taux d'intérêt à long terme, la bulle finit par éclater à partir de mars 2000 sous forme d'un crack s'étendant à l'ensemble des bourses et provoquant une récession économique de ce secteur et de l'économie en général. Tous les profits réalisés depuis 1995 par les 4300 sociétés du Nasdaq sont volatilisés par les pertes gigantesques de 2000 à 2001, environ 145 milliards de dollars. Et donc sur ces 3 années, de 2000 à 2002, le S&P 500 fait moins 43% quasiment. Les T-bills, donc les obligations à court terme, font des performances assez moyennes avec un 11% cumulé quasiment sur les 3 ans. Les T-bonds, des obligations un peu plus long terme, elles ont une performance très honorable de quasiment 38%. Les obligations d'entreprise atteignent un 30% sur les 3 ans. L'immobilier, 25,53%. Et là, l'or n'atteint seulement que 20,88%. C'est-à-dire que sur cette crise-là, l'or sous-performe à la fois l'immobilier, les obligations d'entreprise, les obligations d'État long terme, donc les T-bonds, mais il surperforme bien évidemment le S&P 500 qui est en crise et les obligations court terme. Donc en 2000 et 2001, l'or performe mal malgré le krach boursier car les taux réels sont élevés et le dollar est très fort. Il n'y a pas de crise monétaire ni bancaire, seulement une crise de valorisation des actions. À partir de 2002, la Fed baisse fortement ses taux, les taux réels se compriment et le dollar commence à s'affaiblir, ce qui marque le début d'un nouveau cycle haussier pour l'or. On voit effectivement que l'or a eu des performances très mauvaises en 2000 et en 2001, et c'est vraiment lié au fait que les taux d'intérêt étaient relativement élevés. En 2002, les taux commencent à baisser et on voit que l'or repart tout de suite à la hausse avec un plus 25% dès 2002, où il surperforme largement toutes les autres classes d'actifs. Mais donc, on voit bien là clairement que sur cette crise-là, très spécifique, l'or n'a pas été le meilleur amortisseur sur l'éclatement de la bulle Internet. Il a été surpassé par l'immobilier et par les obligations. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous aviez des taux d'intérêt qui étaient relativement élevés sur cette période. Et encore une fois, quand les taux d'intérêt sont élevés, les investisseurs n'ont pas besoin de prendre de risques supplémentaires pour s'exposer à d'autres classes d'actifs et donc ils préfèrent rester sur des obligations à long terme ou sur des obligations d'entreprise sans payer de primes de risque supplémentaires pour aller s'exposer à l'or par exemple. Donc on passe maintenant à la crise des subprimes que certains d'entre vous doivent déjà bien connaître grâce au film génialissime qui est aujourd'hui même sur Netflix, The Big Short, qui explique relativement bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, le terme subprime désigne des prêts immobiliers accordés à des Américains disposant de faibles revenus. Au début des années 2000, les banques accordent massivement des prêts immobiliers avec le soutien du pouvoir politique qui voit dans la frénésie de construction immobilière un bon moyen de dynamiser l'économie à court terme. Les Américains achetant de plus en plus de maisons grâce au crédit bon marché, le prix de l'immobilier augmente. C'est la loi de l'offre et la demande. En effet, il est difficile de modifier l'offre de logements à court terme du fait des délais nécessaires à la construction de nouveaux immeubles ou de maisons. Dans ce contexte d'une demande croissante de logements, ces derniers deviennent plus rares et donc plus chers. Et plus les prix de l'immobilier augmentent, plus les Américains s'endettent
pour acheter des biens de plus en plus chers. Ce mécanisme de hausse de prix alimenté par le crédit facile est bien connu des économistes qui le nomment une bulle spéculative. Donc en fait, pour faire simple, ce qui s'est passé, c'est que les ménages américains ont emprunté de plus en plus et de plus en plus cher pour pouvoir acheter de l'immobilier de plus en plus cher. Cependant, comme les banques ont continué à prêter à des gens qui étaient de moins en moins solvables, les banques ne s'inquiétaient pas puisqu'elles disaient de toute façon c'est pas grave, s'ils peuvent pas rembourser, on prend la maison et on la vend. Sauf qu'en fait, quand vous avez 10-15 maisons que vous saisissez et que vous mettez à vendre sur le marché, bah tout se passe bien, vous récupérez votre oseille. Par contre, quand vous commencez à en avoir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, bah là forcément les prix de l'immobilier s'effondrent, vous récupérez pas votre argent et ça vient fragiliser tout le système et donc ça entraîne une faillite bancaire comme celle de Lehman Brothers qu'on a connue en 2008. Et donc sur cette période de 2007 à 2009, on a le S&P 500 qui fait moins 5,13% sur la période, avec bien évidemment une grosse baisse sur 2008 et la faillite de Lehman Brothers. Les T-bills qui font à peu près 6% sur la période. Les T-bonds, donc les obligations d'État qui ont une bonne performance en 2007 et 2008, mais qui se rétament en 2009, ont une performance d'à peu près 20%. Les obligations d'entreprise font légèrement mieux avec 21,5%, avec pour le coup une baisse en 2008, mais une forte hausse en 2009. L'immobilier, bien évidemment, sur la période, qui fait moins 20% et pas moins 10% comme c'est marqué à l'écran, je sais pas pourquoi. Et l'or, donc sur cette période, qui nous fait un plus 61%, avec aucune année négative sur les 3 années, même si 2008 a été un petit peu plus mollasson. Donc en 2007, la crise est encore sous-estimée. Les actions tiennent, les obligations d'État et l'or montent avec la baisse des taux réels. En 2008, la faillite de Lehman déclenche une crise de liquidité. Les actions s'effondrent, les T-bonds performent et même l'or est temporairement vendu pour obtenir du cash. En gros, c'était panique à bord et tout était fait pour être liquide. En 2009, les politiques monétaires massives font disparaître le risque systémique, les actions et les crédits rebondissent fortement tandis que l'or repart porté par des taux réels durablement bas. Donc encore une fois, en 2008, crise financière. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les taux quasiment à zéro, on sort la planche à billets, on repart sur une période de taux bas et d'imprévision monétaire, tout ce que l'or et les actions adorent. Et c'est ce qui explique en fait qu'en 2009, on a un fort rebond et du S&P 500 et du gold directement suite à la crise. L'or a quand même bien joué son rôle de support en 2008 puisqu'il fait quand même une performance de 4%. Mais il faut pas oublier que la vraie crise, elle a vraiment eu lieu en 2008, la faillite de Lehman, etc. C'est vraiment en 2008. Et pour le coup, l'or a encore une fois, sur cette année 2008, sous-performé les obligations d'État long terme, les fameux T-bonds américains, les obligations à 10 ans. Donc, sur le cumul des 3 années, l'or s'en sort bien parce qu'il fait des bonnes performances sur 2007 et 2009, mais sur l'année de la crise en elle-même, eh bien l'or sous-performe encore une fois les obligations, et notamment les obligations d'État long terme. Donc on passe à la prochaine crise qui est donc la crise des dettes souveraines européennes. Donc, contre-coup de la crise des subprimes, la crise des dettes publiques au sein de la zone euro a mis en avant certaines limites de la zone monétaire européenne, liées notamment à l'hétérogénéité des économies qui la composent. Certains pays ayant adopté l'euro, principalement méditerranéen, ont connu une violente crise économique entre 2010 et 2014. La plupart de ces économies ont depuis rebondi, sauf l'Italie et la Grèce. Donc d'autres pays comme l'Allemagne avaient une économie plus saine et ont été moins affectés. En effet, si les pays de la zone euro partagent la même monnaie et donc la même politique monétaire, leurs trajectoires économiques ne sont pas similaires. De nombreux économistes font remonter le déclenchement de la crise des dettes publiques au sein de la zone euro à la découverte en novembre 2009 de manipulations comptables menées par la Grèce. Celle-ci a en effet pendant plusieurs années menti sur l'état de ses finances publiques afin notamment de respecter les critères d'appartenance à la zone euro. Ce manque de transparence a entraîné une plus grande défiance de la part des investisseurs plus réticents à prêter des fonds à la Grèce. Donc là, cette crise, elle va montrer un petit peu les limites de mon système d'analyse, puisqu'en fait, tous les chiffres que vous voyez à l'écran, ils sont basés sur l'économie américaine. Et là, la crise dont on parle, elle est 100% européenne. Même si on est dans une économie globalisée, elle a touché très fortement l'Europe et très peu le reste du monde. C'est pour ça qu'on voit que sur cette période, le S&P 500 fait quasiment plus 33%.
pas impactés par quoi que ce soit. Les T-bills, eux, sont quasiment à zéro. Les T-bonds continuent d'avoir de bonnes performances avec un quasiment 28%, hein. Les corporate bonds surperforment avec 31%. L'immobilier continue de baisser avec moins 1,56% sur la période puisqu'il rebondit quand même un petit peu en 2012. Et encore une fois, l'or sur la période surperforme les autres classes d'actifs avec un quasiment plus 47%. Donc entre 2010 et 2012, les actions américaines se portent bien car la crise est essentiellement européenne, tandis que les États-Unis bénéficient d'une politique monétaire ultra accommodante. Dans le même temps, l'or surperforme car cette crise remet en cause la crédibilité des dettes souveraines et des monnaies. Avec des taux réels durablement bas et des banques centrales qui injectent massivement de la liquidité, les actions et l'or montent simultanément, portées par la même dynamique monétaire. Donc effectivement, hein, ce sont les deux classes d'actifs qui vont performer le mieux sur cette période, même si les T-bonds et les corporate bonds ne sont vraiment pas loin derrière. Et donc, on va passer à la dernière crise. Et là, je pense que j'ai besoin d'expliquer à personne ce qui s'est passé, hein. C'est la crise du Covid qui a eu lieu en 2020. Donc, on voit que sur l'année 2020, c'est très simple. Toutes les classes d'actifs sont en positif. Le S&P 500 est à plus 18. Même les T-bills, obligations court terme, sont à 0,35. Les T-bonds à 11,33. Les obligations d'entreprise à 10,60. L'immobilier à 10,43. Malgré tout, l'or surperforme tout ça avec 24,17%. Donc encore une fois, l'or est l'actif qui surperforme sur la crise du Covid. Donc toutes les classes d'actifs performent grâce à une réponse monétaire et budgétaire sans précédent. La chute brutale des taux d'intérêt fait mécaniquement monter les prix des obligations, tandis que l'injection massive de liquidités pousse les investisseurs vers les actions, le crédit et l'immobilier. L'or surperforme encore car au-delà de la baisse des taux, il bénéficie d'un changement durable du régime monétaire, des taux réels profondément négatifs, une création monétaire massive et une perte de repères sur la valeur future des monnaies. Donc là, effectivement, l'or bénéficie de la création monétaire, tout comme les actions et toutes les autres classes d'actifs. Ce qui fait, selon moi, que l'or surperforme sur cette période, c'est qu'on est dans une crise qu'on n'a jamais vue auparavant, et l'or adore les périodes d'incertitude, puisque les gens le considèrent encore et toujours comme une valeur refuge. Donc quand il se passe quelque chose qu'on n'a jamais connu et qui le fait peur, eh ben les gens achètent de l'or, tout simplement. Donc en conclusion de cette vidéo, on voit quand même que l'or s'en sort globalement relativement très bien en période de crise. Il fait partie des actifs parmi les plus résistants et les plus performants en période de stress économique. Malgré tout, il se fait quand même parfois surpasser, notamment par les obligations long terme. Donc, est-ce que l'or est réellement le meilleur amortisseur qui soit? Pour moi, je pense que ça fait partie des actifs le mieux pour ça. Mais il y a toujours des moments où une autre classe d'actifs fera mieux que l'or en fonction de la crise à laquelle on va s'exposer. Donc, c'est pas une réponse universelle à toutes les crises, mais il n'y a aucun actif qui répond de manière universelle à toutes les crises de toute façon. D'où l'intérêt d'avoir un portefeuille qui est diversifié sur plusieurs classes d'actifs. Mais en tout cas, l'or nous a montré que pendant les crises, il valait mieux en avoir au moins une petite partie dans son portefeuille parce que généralement, il a quand même tendance à plutôt très bien s'en sortir. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à surtout activer la petite cloche pour ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Et moi, j'espère justement vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Et je vous dirai ciao, à la prochaine!